Parole universitaire, Cyprien Augros, la Notice Plus. Bonjour, bienvenue dans Paroles universitaires, l'émission qui donne la parole aux chercheurs et aux scientifiques. Nous recevons aujourd'hui l'historienne Karine Ramondy qui nous parle des leaders assassinés au tournant des années 60. Rappelons qu'entre 1901 et 1980, ce sont plus de 10% des assassinats politiques dans le monde qui ont lieu en Afrique subsaharienne. Existe-t-il des invariants à ces assassinats ? L'étude de ce phénomène participe au débat quant aux origines de la violence politique post-indépendance. Il s'agit également de voir comment ces phénomènes localisés s'intègrent aussi dans des logiques plus vastes de régulation des relations internationales. Nous en parlons dès maintenant avec Karine Ramondy. Karine Ramondy, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afrique centrale au XXe siècle, et vous venez nous présenter aujourd'hui votre thèse, soutenue en 2018, publiée en 2020 aux éditions L'Harmattan, et qui porte sur les leaders assassinés en Afrique centrale de 1958 à 1961, avec pour sous-titre « Entre construction nationale et régulation des relations internationales ». Une première question que nous allons essayer de poser à chaque invité de ce podcast serait pour vous demander, selon vous, d'abord, qu'est-ce qu'un historien et quels sont les éléments dans votre parcours qui vous ont amené à travailler sur ce sujet ? Alors, pour moi, un historien, c'est tout d'abord un chercheur en sciences sociales qui s'appuie évidemment sur un travail de recherche et donc de collecte de sources. Ces sources doivent être diversifiées, diverses, recoupées, sources écrites, sources orales. Et pour moi, l'historien, c'est aussi quelqu'un qui a vocation à être dans la cité, c'est-à-dire véritablement à agir et à pouvoir transmettre ce qu'il trouve, ce qu'il cherche, de façon la plus objective possible, bien sûr. Et ça pourrait être aussi discuté, est-ce que l'historien est forcément objectif ? Et qui a vocation à enseigner. Dans mon cas, en l'occurrence, ces trois choses sont indissociables. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à travailler sur ce sujet ? C'est véritablement un très long parcours, puisque je n'ai pas un parcours d'historienne très linéaire. Pour tout dire, j'ai commencé à faire des recherches en histoire grecque antique. J'ai particulièrement travaillé sur la période hellénistique et j'avais été à l'époque très frappée en visitant le théâtre de Vergina de mon professeur d'épigraphie, Miltiades Zopoulos, qui m'avait raconté in situ l'assassinat de Philippe II de Macédoine. Cet assassinat m'avait toujours étonnée et je m'étais dit que c'était un sujet intéressant, mais j'étais partie pour faire d'autres études en épigraphie, faire un DEA. Finalement, les choses ont été un peu plus compliquées que prévu. Et je suis donc rentrée en France, passé concours de l'enseignement. Et quelques années plus tard, parce que j'avais vécu en Afrique de nombreuses années, notamment en Afrique centrale, j'ai décidé de renouer, non pas avec l'histoire grecque antique, mais j'ai décidé de renouer avec mon passé, les espaces vécus et la problématique de l'assassinat qui avait toujours quand même été présente d'une façon ou d'une autre à travers des figures dont j'avais entendu parler dans mon enfance. D'accord. Donc, pour entrer dans le contenu de votre livre, vous vous intéressez donc à 4 grands leaders africains du tournant des années 60, à savoir Barthélemy Boganda pour la République centrafricaine, Patrice Lumumba pour la République du Congo, Félix Moumié et Ruben Umniobé pour le Cameroun. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre premier chapitre, qui porte sur la fabrique de ces personnes en tant que leaders, c'est que vous montrez bien comment finalement le macrocosme du groupe et le microcosme de l'individu s'emboîtent, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui émergent en raison de leurs qualités propres, mais aussi grâce à leurs relations proches, grâce à leur éducation, et surtout qui s'inscrivent dès le départ dans un rapport contraint avec le colonisateur, notamment chez ceux qu'on appelle les évolués. Vous avez tout dit, vous avez parfaitement résumé
le premier chapitre, en effet, j'étais particulièrement intéressée par cette catégorie qu'on appelle, dans l'histoire des élites africaines, les intermédiaires, qui ont été particulièrement travaillés par notamment Lawrence, et qui expliquent comment finalement cette catégorie, ces hommes contraints par la situation coloniale, pour citer Ballandier, finalement ont réussi à tirer parti de cette expérience coloniale pour entrer dans une logique qu'on appellerait d'agency, c'est-à-dire la capacité à s'adapter et à tirer parti d'une situation pour eux. Et alors évidemment, il n'y a pas de hasard. Si j'ai choisi ces 4 leaders, c'est parce que j'ai d'emblée vu qu'il y avait, on va dire, un ensemble de facteurs ou de caractéristiques communes. Ce sont tous plus ou moins des outsiders. Ce ne sont pas des fils de chefs très connus. Et puis, j'aurais pu faire une thèse qui rassemblerait bien d'autres figures, parce que les assassinats politiques en Afrique au tournant des indépendances, il y en a eu beaucoup. J'ai dû, à regret, abandonner certaines figures comme Sylvanus Olympio au Togo ou le prince roi Gassoré au Burundi. Et finalement, c'était assez intéressant, mais c'est vrai que voilà, il fallait circonscrire le sujet en tant qu'espace, lieu. Et la caractéristique commune de ces 3 leaders, c'est véritablement leur ténacité. Leur ténacité, leur pugnacité à inverser le cours de leur existence. Et en tant qu'outsiders, ils ont véritablement réussi en un court moment, un laps de temps très court, puisque la plupart sont morts très jeunes, ils ont véritablement réussi à acquérir de façon accélérée tout un tas de compétences qui n'ont parfois pas été suffisantes pour assumer les fonctions qu'ils ont eu à assumer. Mais ça fait évidemment de ces leaders et de ces trajectoires des trajectoires extraordinaires qui vont aussi évidemment expliquer pourquoi ces leaders restent aujourd'hui des icônes. D'accord, donc toujours sur la fabrique de ces leaders, vous dites à un moment qu'il n'est pas possible de parler du pouvoir politique à l'échelle locale ou nationale sans se référer aux forces occultes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça, pour les personnes qui sont un peu spécialistes d'histoire de l'Afrique, on sait bien qu'en Afrique, tout exercice du pouvoir est dominé à la fois par évidemment les forces du jour et les forces de la nuit. Et finalement, même des leaders qui semblent très occidentalisés, qui ont fait un parcours politique dans les qui ont été formés en France, par exemple, qui sont revenus en Afrique. Je pense par exemple à Senghor ou d'autres encore, ont forcément toujours gardé cette part qui est inhérente au pouvoir politique en Afrique, que ce soit du chef et de la chefferie locale aux grandes fonctions présidentielles, d'avoir toujours recours à des conseillers, à des marabouts, à des sorciers, comme on dit, qui vont évidemment les aider à gérer ce pouvoir et à le maximiser. Alors évidemment, c'est peut-être... j'ai voulu montrer qu'il y avait quand même des spécificités au leadership africain, montrer que ces personnes étaient véritablement le syncrétisme, on va dire, de plusieurs cultures, qu'ils ont été capables d'en faire d'ailleurs une synthèse, d'apparaître peut-être pour certains dans une vue très occidentalisée, alors que pour certains, ils ont gardé véritablement des pratiques qui sont propres à leur enfance et à leur culture propre. D'accord. Et concernant les assassinats politiques en eux-mêmes, une des problématiques de votre livre est de voir s'il n'y a pas des invariants dans ces différentes mises à mort. Vous commencez par relever qu'une certaine pratique de la chasse, importée de la colonisation, s'infuse dans ces sociétés pour être redirigée ensuite vers des leaders jugés encombrants et qu'on a pris soin au préalable de bestialiser, d'animaliser pour mieux justifier des homicides qui sont particulièrement violents.
Oui, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de l'anthropologie historique ici, c'est-à-dire que je fais référence par exemple aux travaux de Lancelot Harzel, qui a beaucoup travaillé sur ces chasses à l'homme, et notamment qui a travaillé aussi sur la pratique de la chasse coloniale. Oui, parce que ça m'a semblé presque une évidence, après avoir dépouillé beaucoup de périodiques, de journaux plutôt colonialistes. Le vocabulaire qui était utilisé était toujours très animalisant, péjoratif, avait toujours pour but de décrédibiliser ses leaders et l'action de ses leaders. Et finalement, l'invariant que j'essaie de mettre en place ici, c'est véritablement la façon dont médiatiquement on a déjà commencé par tuer ces leaders, c'est-à-dire en les décrédibilisant systématiquement et en permettant, on va dire, une forme de moquerie, d'incapacité, des personnes qui seraient finalement totalement incompétentes, qui seraient là par hasard. Et ça m'a semblé intéressant parce que cette animalisation, on sait très bien qu'elle existe dans tous les processus, notamment qui visent à par exemple, permettre des génocides. Et c'était assez intéressant de voir comment les stéréotypes coloniaux étaient mobilisés autour de cette animalisation ou de ces grands stéréotypes sur les Noirs, les hommes, enfin des choses qui étaient véritablement dégradantes. D'ailleurs, page 215, vous dites « Quand un homme doit être chassé ou tué, on dit qu'il est un animal ». Donc il y a vraiment cette corrélation entre l'image de dirigeants politiques animalisés, mais pour justement mieux justifier derrière les assassinats. Finalement, vous montrez que toute cette mise à mort, elle relève, vous en avez un petit peu parlé déjà, notamment avec l'arme médiatique, elle relève d'un processus plus large que l'assassinat en lui-même, c'est-à-dire que la mise à mort s'opère aussi bien en aval qu'en amont. En aval, on essaye de paralyser les leaders politiques avec l'arme judiciaire, avec l'arme médiatique, vous en avez parlé. Et en amont, on va s'occuper d'effacer leur mémoire avec toute une réflexion autour des corps, de la sépulture, etc. Oui, alors je voudrais juste rebondir sur l'histoire de la chasse parce que c'est important et faire le lien avec ce que vous venez de me poser comme question. Par exemple, quand Patrice Lumumba est tué et dissous dans la soude, on aura l'occasion sûrement d'en rediscuter, Gérard Soult, qui s'occupe en tant que Belge de cette triste et sordide mission, prélève sur cet homme qui est Lumumba 2 dents. Donc on est typiquement dans le trophée de chasse. Voilà. Donc ça montre bien comment étaient vus ces hommes, notamment par ceux qui étaient chargés de leur basse besogne, c'est-à-dire d'aider localement à la disparition, à la mise à mort et à la disparition justement de ces leaders qui étaient quand même démocratiquement élus. Donc par rapport à l'utilisation de l'arme judiciaire pour essayer de décrédibiliser ces leaders. Oui, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de trouver des points communs tout en préservant les spécificités, c'est-à-dire véritablement de voir qu'après l'arme médiatique, quand elle ne suffit pas, on voit très bien comment les lobbies coloniaux favorisent la paralysie des leaders à travers des tracasseries judiciaires qui débouchent souvent sur des procès, que ces leaders n'ont pas véritablement les moyens d'assumer, en tous les cas leur défense, et ce qui montre très très bien d'ailleurs l'utilisation qu'ils vont avoir notamment de leurs contacts au sein notamment des partis communistes français et particulièrement du Parti communiste français pour certains, c'est la capacité qu'ils vont avoir à mobiliser et à appeler à l'aide justement les avocats spécialisés dans la défense justement de ces personnalités émergentes au tournant des indépendances qui sont très liées au Parti communiste français. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que certains feront au contraire, comme Patrice Lumumba, le choix de ne surtout pas faire appel à ce type d'avocat afin de ne pas être considéré comme un communiste, alors qu'il s'évertue justement à dire que ce n'est pas le cas. Donc on voit bien là comment il y a des stratégies très différentes qui se mettent en place en fonction des leaders, mais c'est vrai que sans
les avocats qui ont été envoyés par le Parti communiste français, je parle notamment de Caldor, de la fille de Marcel Cachin, j'évoque pas mal d'avocats. J'avoue que c'est une piste qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a pris énormément de temps. Peut-être que j'aurais dû d'ailleurs un petit peu réduire le temps d'investigation, mais ces archives étaient passionnantes. Et véritablement, je sais que par exemple, une chercheuse comme Meredith Terretta au Canada travaille sur ces avocats, justement. Donc ça serait aussi une piste à suivre parce que je pense qu'elle va bientôt publier. Mais ces avocats sont évidemment passionnants parce qu'ils vont s'emparer de la défense, notamment de Ruben Omiobé, qui va être relâché grâce à eux et donc pouvoir continuer son action localement. D'accord, et donc tout ça participe d'une mise à mort en aval. Donc en introduction, vous disiez que pendant vos études, vous aviez commencé par de l'histoire grecque. Justement, pour les stratégies en aval, vous parliez de damnatio memoriae dans votre livre. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là Oui, parce que c'est vrai que j'ai fait très vite le lien entre ce que j'avais travaillé dans l'histoire grecque antique, sur justement, ou sur l'histoire antique tout simplement, parce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à Rome. Mais j'ai été frappée de voir comment, finalement, alors que le processus avait finalement réussi, c'est-à-dire l'objectif était l'assassinat politique, il était arrivé à son terme, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir finalement que ce n'était pas encore suffisant pour les commanditaires. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu faire tout disparaître, c'est-à-dire empêcher tout rassemblement autour d'un lieu pour une résurgence des idées portées par ces hommes. Tout a été fait pour que les familles ne fassent pas leur deuil, ce qui est absolument terrible en Afrique, parce que quand on n'a pas le corps, qu'on ne peut pas faire les rites autour du corps pour la veuve, pour la famille, qu'on ne peut pas finalement enterrer dignement cette personne, et a fortiori quand c'est un leader charismatique, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, on revient à l'invisible, ces leaders sont censés avoir dans le ventre un pouvoir qui pourrait éventuellement être redistribué à la communauté. Donc on voit bien comment l'absence de ces corps ou ces enterrements à la sauvette va finalement achever doublement l'assassinat de ces hommes, puisque on va nier, empêcher toute mémoire sur ces leaders. Et ce qui m'est venu à l'idée, c'est exactement ce que j'avais pu voir dans la Grèce antique et la façon dont on effaçait certains empereurs ou certains leaders ou rois, tout simplement parce qu'ils avaient été considérés comme gênants ou qu'ils étaient gênants pour son successeur. On reparlera de la mémoire en fin d'émission. Dans la seconde moitié de votre livre, vous parlez des projets et de l'action politique de ces 4 grands leaders africains, dans la mesure où la plupart de ces actions politiques permettent de faire la genèse des assassinats qui arrivent après. Dans un premier temps, vous montrez à quel point l'ONU, dans un contexte de décolonisation, a d'abord suscité un immense espoir, puis une profonde désillusion auprès de certains dirigeants africains. Oui, c'est une partie que j'ai considérée comme très importante dans la façon de renouveler un peu l'histoire de ces trajectoires. Parce que souvent, en fait, finalement, ces assassinats politiques ont été vus par le prisme des relations bilatérales, métropole-colonie, beaucoup étudiés, par exemple, Lumumba par les Belges dans un rapport de colonisation, nous, en France, avec les leaders de l'UPC, par exemple. Et ce qui m'intéressait véritablement, c'est de sortir de cette relation bilatérale pour essayer de voir les connexions qui existaient, du point de vue plutôt d'une histoire globale, connectée, et de voir comment ces assassinats avaient véritablement été au centre d'actions connectées, concertées entre des acteurs très différents. Et évidemment, tout le travail qui a été effectué à l'ONU et en quoi l'ONU a été pour ces leaders un espace d'expression au départ, de reconnaissance.
reconnaissance internationale, mais aussi reconnaissance locale, nationale, parce que quand un Ruben Omiobé parle à l'ONU, eh bien, quand il rentre au pays, sa notoriété s'est véritablement développée. Et ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est de considérer que l'ONU, qui a toujours été vue comme un bloc monolithique, alors c'est l'ONU, mais en fait c'est pas l'ONU, il y a l'Assemblée Générale, il y a le Conseil de tutelle qui gère les questions coloniales à l'époque, qui est très très noyauté par les puissances coloniales. D'ailleurs, il va y avoir des accords qui seront faits en 1952, j'ai trouvé des archives qui montraient comment finalement Flimin, Littleton vont essayer de se mettre d'accord sur le fait qu'il ne faudra jamais que l'une des puissances coloniales vienne interférer dans les affaires au moment des difficultés liées au colonialisme émergent, à la décolonisation émergente de certains leaders. Il y a un pacte de solidarité qui se fait entre ces puissances coloniales qui sont très 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 importantes dans le Conseil de tutelle qui a vocation à amener ces peuples à l'indépendance, et a fortiori au Cameroun, puisqu'il ne s'agit pas d'une colonie, mais d'un mandat sous tutelle. Donc véritablement, ce qui a été important, me semble-t-il, c'est de comprendre que les seuls espaces d'expression véritables que les leaders ont eus, c'était l'Assemblée Générale, mais qui finalement a relativement peu de pouvoir, et la 4e commission, qui, elle, a véritablement œuvré pour permettre, on va dire, non seulement un espace d'expression, mais d'action pour l'émergence, vers la décolonisation et vers les indépendances. Mais on s'aperçoit très vite que les choses sont très verrouillées et qu'il y a beaucoup de lobbies qui œuvrent en off à l'ONU pour que ces leaders soient décrédibilisés, qu'ils soient suivis, qu'ils n'obtiennent pas leur passeport pour pouvoir venir s'exprimer. On voit comment les puissances, y compris les États-Unis, font le nécessaire par solidarité avec les puissances coloniales comme la France ou la Grande-Bretagne. Comment finalement il y a une solidarité internationale qui vise à neutraliser ces acteurs qui pourraient venir perturber l'équilibre de la colonisation. Donc face à cette inaction, de l'ONU, les leaders africains vont opérer une forme de repli continental, notamment à travers ce que l'on appelle le panafricanisme. Oui, alors le panafricanisme, c'est vrai que ça apparaissait comme une solution extraordinaire, puisqu'on a les premiers grands leaders comme Kwame Nkrumah qui ont favorisé l'indépendance au Ghana dès 1957, puis ensuite Sékou Touré. On a véritablement un panafricanisme idéologique, et puis un panafricanisme, on va dire, politique et concret qui se met en place en Afrique à ce moment-là, et notamment qui va permettre un grand nombre de rencontres dans des conférences continentales, notamment à Accra. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment ces leaders vont au contact de ceux qu'ils considèrent comme des grands frères, et notamment Kwame Nkrumah est une figure très très importante. Je pense à Moumié par exemple, ou je pense à Lumumba, qui vont véritablement au contact de ce leader et des grandes rencontres comme la conférence d'Accra en 1958, véritablement s'émanciper politiquement et constituer peu à peu une pensée beaucoup plus engagée, beaucoup plus radicale vis-à-vis du colonisateur. Et c'est vrai que ce panafricanisme, c'est quelque chose qui est important en amont, mais en aval, et puis aussi en amont, parce que, par exemple, une figure comme Gamal Nasser va incarner aussi la zone de refuge en Égypte, où quand tous ces leaders seront plus ou moins morts, eh bien, leurs familles seront accueillies par Nasser et feront véritablement un espace
un hub panafricain où on peut venir trouver refuge, et notamment quand Kwame Nkrumah sera en difficulté au Ghana, Nasser accueillera aussi la famille. Donc en fait, on voit comment il y a des réseaux comme ça interétatiques, au sens, une fois que les indépendances sont acquises, comment ces indépendances ont permis de créer des réseaux intracontinentaux, et comment ça a été aussi pour ces leaders qui sont quand même seuls. Ce qui m'a frappé, c'est la solitude de ces hommes face aux décisions, face à ce qu'ils doivent affronter. Je pense que le panafricanisme, c'est comme ça que j'ai ressenti dans les échanges que j'ai pu lire, les archives, ces rencontres ont été salutaires. Elles ont été véritablement des rencontres entre frères, et ça a été aussi à la hauteur de grandes espérances qui, parfois, il faut quand même le dire, se sont soldées par de grosses déceptions. Justement, parmi ces grandes espérances, il y a eu des projets d'organisation politique importantes pour essayer de fédérer des États africains. Quelles sont-elles et pourquoi ont-elles connu un échec? Justement, il y a plusieurs thèses là-dessus, sur le fait que l'Afrique demeure une mosaïque de petits États un peu faibles et d'acteurs qui auraient œuvré en ce sens. Là encore, vous posez une question tout à fait centrale. C'est que il y a eu... Il faut imaginer l'ampleur de la tâche. On est au tournant des années 60. Il faut à la fois que ces leaders créent une conscience nationale. Il faut qu'ils créent un État. Il faut qu'ils créent une nation, si c'est possible. Puisque beaucoup s'inspirent des modèles politiques classiques dont ils ont hérité de par leur formation. Il faut créer ça. C'est déjà une tâche énorme. Avec une élite qui est peau de chagrin. C'est-à-dire souvent, notamment en Afrique centrale, il y a très très peu d'Africains suffisamment diplômés, suffisamment formés pour prendre ces postes politiques, parce que le colonisateur, pour essentialiser, a tout fait pour que ces intermédiaires restent dans leur rôle d'intermédiaire et surtout ne prennent pas d'ampleur et soient capables d'assumer énormément de tâches intellectuelles. Donc on essayait de les maintenir dans une formation qui n'était pas, on va dire, d'excellence. Il y a cette tâche. Et il y a aussi la tâche très importante de s'entendre, de faire union, comme par exemple l'union Ghana-Guinée, qui devait aussi être potentiellement une union Ghana-Guinée-Congo. Congo-Kinshasa, enfin Congo à l'époque, Congo-Kinshasa, donc RDC actuelle. Et véritablement, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est difficile, quand on doit poser son leadership, de commencer à être dans l'union, dans le partage. C'est-à-dire que c'est inextricable, parce qu'il faut toujours combattre pour se légitimer. Alors, vous avez évidemment des unions qui vont être des unions, on va dire, qui ne vont pas fonctionner parce que l'ampleur sera particulièrement importante. Et puis, il y a un leadership, il faut poser son leadership, il ne faut pas qu'il y ait deux leaders sur un même territoire. Donc, on voit bien comment la réelle politique va finalement l'emporter sur les idéaux. Et je rajouterai à ça que vous avez toujours l'ex-puissance coloniale, ou la puissance coloniale si c'est avant les indépendances, qui favorise tout ce qui peut être favorisé pour vous empêcher de réaliser ce que vous voulez réaliser quand vous êtes un leader de cette ampleur. Et à cela se rajoutent, par exemple, des leaders, et c'est ce que je montre dans cet ouvrage, notamment quelqu'un comme Houphouët-Boigny, qui est complètement extérieur à l'Afrique centrale, mais qui va de la Côte d'Ivoire piloter véritablement des acteurs, des interventions qui vont favoriser la balkanisation d'une Afrique centrale qui aurait pu, en effet, avec les projets portés par Boganda, les projets portés par Lumumba, véritablement essayer de constituer une union dans laquelle ils auraient eu plus de chances, évidemment, de s'imposer sur la scène internationale et de toute façon aussi
de renforcer véritablement leur État-nation. Et pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny voulait s'opposer à ces unions ? Ça serait une autre thèse à faire. Je pense qu'il y aurait vraiment un gros travail à faire sur justement l'action d'Houphouët-Boigny en Afrique. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas voir Félix Houphouët-Boigny comme une marionnette de la France. C'est pas du tout comme ça que les choses. Enfin, c'est souvent comme ça qu'il a été présenté par certains, mais c'est pas du tout la réalité de son engagement. C'est quelqu'un qui a œuvré pour la Côte d'Ivoire, et il avait tout intérêt à avoir une Côte d'Ivoire forte, décideuse, décisionnaire de ce qui pourrait se passer dans son entourage propre, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, mais aussi il n'avait aucun intérêt à voir émerger de grands leaders coalisés, par exemple en Afrique centrale, avec une union centrafricaine qui aurait pu faire de l'ombre, évidemment, à son projet à lui, d'État-nation et d'État frère très proche de la France, dans une relation bilatérale qui a quand même toujours été ultra favorisée. La figure de Houphouët-Boigny permet justement de faire la transition avec la question suivante, puisque dans votre dernière partie, vous expliquez que ces leaders africains, loin de l'idée reçue justement selon laquelle ils ne seraient que des marionnettes passives placées par des puissances étrangères, ces leaders ont été capables d'instrumentaliser la bipolarité entre l'URSS et le bloc occidental pour se légitimer à l'échelle internationale. On est donc loin de l'image de passivité. Oui, mais je pense que ça, quand on fait de l'histoire vue du point de vue de l'Afrique, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est une évidence. C'est-à-dire que c'est souvent parce qu'on a fait une histoire de l'Afrique, de ses gouvernements africains, vus d'Europe, vus de France, qu'on a pensé cela. Quand on rentre dans les logiques propres, diplomatiques, politiques de ces États, on s'aperçoit que leur marge de manœuvre était bien plus importante, qu'ils ont été capables d'avoir leurs propres désirs, leurs propres envies, de mettre en place leurs propres stratégies, et que finalement on est dans quelque chose qui doit être revisité. Si c'est quelque chose si cette interprétation est encore majoritaire, il faut vraiment qu'elle cesse, parce que ça n'a pas été du tout le cas. Et si je vous transporte quelques années plus tard, notamment sur un autre assassinat très important d'Afrique, qui est celui de l'assassinat de Thomas Sankara, on s'aperçoit encore une fois que l'assassinat de Thomas Sankara a été souvent vu par le prisme d'une relation bilatérale France-Afrique, mais que globalement les acteurs locaux ont été majeurs, et notamment encore une fois l'action d'Houphouët-Boigny, notamment aussi l'action de Compaoré, sont des actions très importantes qui replacent toute la responsabilité de ces élites africaines dans des assassinats comme celui que je viens d'évoquer, et aussi ceux sur lesquels j'ai travaillé. Vous terminez par montrer que les assassinats de ces leaders jugés encombrants ne relèvent pas seulement de régulation bilatérale, ça vous l'avez montré, entre des pays africains qui chercheraient à s'émanciper et des puissances occidentales qui seraient mécontents de cet état de fait. En fait, ces assassinats, ils répondent aussi à des intérêts locaux. Donc, on en revient à ce que vous avez dit, mais c'est particulièrement le cas pour Patrice Lumumba et Félix Moumié. Oui, c'est surtout le cas pour une figure comme Patrice Lumumba, parce que si on devait compter le nombre de personnes qui étaient favorables à sa disparition, on ne serait pas sur les doigts de la main. C'est-à-dire que véritablement, il y a les responsables qui sont dans l'action, mais il y a tous ceux qui ont favorisé, tous ceux qui ont laissé faire, tous ceux qui ont suscité, et finalement on se retrouve quand même avec une grande liste de personnes, d'instances qui véritablement sont actrices et qui sont responsables de la mise à mort de Lumumba.
Si on ne prend que ce chapitre, on pourra évoquer tous les services secrets qui ont été mobilisés. Alors on ne retient souvent que la CIA, mais il y en a eu bien d'autres. On pourrait aussi évoquer tous les acteurs qui sont moins souvent référencés. Par exemple, la Rhodésie, la Fédération de la Rhodésie, l'action de Sir Levinsky et Zelensky, pardon. Et véritablement, si on commençait à chercher comme ça tout autour, il y a une piste que par exemple je n'ai pas creusée parce que malheureusement je ne parle pas le portugais, mais on sait très bien que du côté de l'Angola, notamment les services secrets comme la PIDE, ont aussi et pris part, on va dire, était très en alerte sur les actions de Lumumba au Congo de l'époque, et je suis sûre que si on travaillait sur ces archives, on trouverait aussi des choses très intéressantes sur éventuellement peut-être des actions qui ont été menées. C'est pour dire qu'en fait, à trop voir les relations, ces histoires par le prisme d'une relation bilatérale, je le redis, on en oublie du coup, et ça ne permet pas de voir toutes les actions qui ont été menées de façon connectée ou déconnectée, mais en tous les cas existantes par rapport à ces hommes qui ont cristallisé, on va dire, véritablement une haine, et qui font qu'il n'était quasiment pas possible pour eux de s'en sortir, tout simplement. Et justement, quand on voit aujourd'hui que ces figures de Lumumba ou Mounier sont plus ou moins respectées, qu'est-ce qui, à l'époque, cristallisait cette haine à l'échelle locale ? Pourquoi des personnes avaient envie de les mettre à mort dans leur entourage ou dans les pays environnants ? Tout simplement, déjà parce que ce ne sont pas des personnes dociles au départ. Ce ne sont pas des personnes dociles, ils ont véritablement une vision pour leur pays, une vision politique, ils veulent récupérer les ressources de leur pays, et quand on est un pays comme le Congo avec tous ces gisements d'uranium, notamment très présents dans la région du Katanga, en fait on cristallise véritablement les mécontentements, parce que l'uranium était quelque chose qui était évidemment une ressource très convoitée de la part de plein de pays, y compris ceux qui se disaient anticoloniaux comme les États-Unis. Et souvenez-vous quand même qu'à l'époque, on est dans une logique de bipolarité, et que quand on n'est pas ni à l'Est ni à l'Ouest, on n'est nulle part. C'est-à-dire que la lecture bipolaire aussi de ce qui se passe dans les années 60 en Afrique va surcristalliser les mécontentements de ces pôles, notamment l'URSS et les États-Unis, où au contraire on va faire de ces leaders des individus qui vont être obligés de faire des choix qu'ils ne veulent pas faire, puisque la plupart de ces leaders, je pense notamment à Niobé ou à Lumumba, ils ne veulent pas rentrer dans la bipolarité. C'est-à-dire qu'ils le disent, nous ne sommes pas communistes, nous voulons l'Afrique aux Africains, nous voulons notre terre à nous voulons récupérer ce qui nous appartient. Et malgré ces dénonciations, ces moments très forts où ils prennent la parole pour justement montrer leur non-alignement d'une certaine façon, ils ne sont jamais crus. Parce qu'il faut absolument, dans ce contexte bipolaire, si on n'est pas avec les États-Unis, on est contre. Et vice-versa pour l'URSS. Et cette bipolarisation, elle a été véritablement très dangereuse pour eux, parce que ils ont commis l'erreur parfois de flirter avec cette bipolarité, et ils se sont brûlés les ailes, parce qu'en fait, clairement, il était compliqué d'imaginer qu'avoir contre soi son ex-métropole coloniale, plus un grand dans la bipolarité, ça faisait beaucoup d'ennemis potentiels pour pouvoir mener à bien son projet, alors qu'on est un jeune leader émergent. Et justement, vous dites que ces leaders voulaient apparaître comme des non-alignés, mais qu'en était-il réellement sur le terrain ? Est-ce qu'il y avait des réseaux communistes dans ces zones-là ? Est-ce qu'il y avait un réel
pas danger communiste, mais une réelle présence communiste, une réelle présence occidentale, qui aurait justifié des accusations d'appartenance à tel ou tel bloc. Oui, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, les forces communistes et syndicalistes de l'époque, les groupes, notamment les groupes d'action ou les groupes qui viennent sur place pour politiser les leaders dans le cadre de réunions syndicales, sont présents, c'est évident. Les syndicats sont importants, les liens avec notamment les partis communistes sont réels, mais de là à en faire, si vous voulez, par exemple, ce que je montre dans cet ouvrage, c'est quand même que Lumumba n'a jamais été le leader soutenu par le Parti communiste belge. Au contraire, ils avaient pensé à d'autres personnalités qui auraient pu constituer, on va dire, la force communiste au Congo, mais c'était pas du tout Lumumba. Donc en fait, voilà, premièrement, Niobé, lui, a fait appel aux avocats mis à sa disposition par le Parti communiste français, mais il n'a jamais revendiqué être communiste. C'est un peu plus compliqué pour Maubier, il faudrait un peu plus de temps pour développer, mais dans le livre, je l'ai bien montré qu'en fait, c'est vrai que Maubier, lui, s'est rapproché, on va dire notamment, du Parti communiste chinois. Pour obtenir des financements ou ce genre de choses. Mais Boganda, par exemple, lui, n'a jamais voulu ni de l'aide des États-Unis, ni de l'aide de l'URSS. Donc vraiment, il y a sur place le communisme en Centrafrique, en future République centrafricaine. Je veux dire, l'élite est tellement ténue qu'il y a peut-être en effet les Darlan qui ont flirté un peu avec le communisme, mais voilà, on est vraiment... il faut imaginer que si on appelle cette région la Cendrillon de l'Empire, c'est quand même qu'au départ, la politisation, l'éducation politique des élites dites africaines ou indigènes, comme on disait à l'époque, avec des guillemets, est quand même quasiment... Enfin, elle est vraiment très faible. S'il fallait catégoriser, ce qui n'est pas toujours opérant, je vous l'accorde, mais s'il fallait classer politiquement ces leaders, où est-ce qu'on les mettrait sur l'échiquier ? Est-ce qu'il y a une uniformité dans les revendications politiques, ou alors est-ce qu'il y a plutôt une forme de diversité ? Est-ce que, oui, ils sont plutôt du côté des forces du mouvement ou des forces conservatrices ? Où est-ce qu'ils se positionnent dans tout ça, au-delà des relations internationales, bloc occidental, bloc communiste, sur le plan national, comment est-ce qu'ils se positionneraient ? Pourquoi faudrait-il forcément les placer sur un échiquier politique de partis hérités de notre propre vie politique à nous ? Pourquoi faudrait-il toujours penser de façon européocentrée ? C'est une vraie question. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple de Barthélemy Boganda, au départ, il est encarté au MRP, mais parce que le MRP, c'est ce qui lui a permis de venir en France, d'être élu à l'Assemblée nationale, mais très vite, il crée son propre parti, le MESAN. Et le MESAN, c'est quoi ? C'est un parti qui demande le retour de la terre aux Africains, qui demande la possibilité aux Africains d'exploiter leurs terres et leurs ressources, de mettre fin au travail forcé. Donc ce sont des revendications qui nous sont, là pour le coup, au XXe siècle, devenues étrangères et qui font qu'ils ont leur propre identité. Et certains vont, par exemple, se rapprocher du Rassemblement démocratique africain, comme je l'évoque, mais qui va être, ce parti va être pulvérisé, je dirais, par l'action d'Houphouët-Boigny notamment, et certains vont créer leur propre parti, l'Union des populations du Cameroun. Si vous me demandez de le placer sur un échiquier politique de parti gauche-droite, je vous dirais qu'il n'est pas à droite, mais je vous dirais surtout qu'il est là pour quoi ? Pour obtenir l'indépendance, il est là pour réunifier les populations du Cameroun, il veut pas de tribalisme et il veut vraiment une indépendance immédiate. Donc en fait, c'est vraiment des forces politiques
qui sont ancrés dans la réalité de la décolonisation. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de faire évoluer ces partis vers autre chose une fois que l'indépendance est obtenue. Mais la question ne s'est pas véritablement posée puisque la plupart ont vu ces indépendances confisquées par, on va dire, des personnalités politiques qui, globalement, ont évolué vers la dictature. Et justement, pour terminer sur une question davantage en lien avec l'actualité politique, l'année dernière, en 2021, plusieurs élections ont eu lieu en Afrique centrale. Il y a eu la présidentielle en République du Congo, les législatives en République centrafricaine. À chaque fois dans des contextes soit de manque de renouvellement du personnel politique, soit dans un contexte où l'armée occupe une place politique prépondérante. Finalement, une question qui s'impose après avoir lu votre livre, c'est comment aujourd'hui la mémoire de ces leaders est mobilisée dans ces jeux politiques. Pareil, est-ce que c'est plutôt approprié pour des forces de mouvement, des forces conservatrices? Qui se sert de ces mémoires-là aujourd'hui en Afrique centrale et quelle est leur influence? Alors là, la situation est assez diverse. Elle n'est pas la même en fonction des 4 pays évoqués. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer sur les 4 pays, mais en République centrafricaine, aujourd'hui, la figure de Boganda, c'est une figure qui est existante, mais qui est quasiment vide de sens pour la plupart des Centrafricains. C'est-à-dire que c'est une figure qui existe, qui est statufiée dans Bangui. Il y a le lycée Boganda, il y a le musée Boganda, enfin ce qu'il en reste, et ce qui nécessiterait d'ailleurs d'être remis en valeur plutôt actuellement. Mais voilà, c'est pas, on ne va pas au-delà. En fait, le président, le chef de l'État s'incline chaque année devant la statue de Boganda avec une gerbe de fleurs et on en reste là. Il est une figure mobilisée mais une coquille vide. Et a fortiori pour les jeunes générations qui ont connu ces 20 ans un peu tragiques qu'on appelle les années blanches et qui n'ont quasiment pas pu avoir d'éducation et qui se reconnaissent quasiment plus du tout dans cette figure. En ce qui concerne le Cameroun, c'est complètement différent. Le Cameroun aujourd'hui est dirigé par une personnalité qui est depuis plus de 30 ans au pouvoir, qui est Paul Biya. Il y a eu une reconnaissance des personnalités de Félix Moumié et de Ruben Oumiobe officielles, qui a un petit peu levé, on va dire, l'amnésie qu'il y avait eu sur ces leaders. Mais globalement, dans l'espace public, vous avez quelques statuts qui sont réservés notamment à Niobe et Ezeka, mais vous n'avez quasiment pas de... Enfin, il n'y a rien d'important. Et on en parle dans les manuels scolaires, mais là où c'était très, très positif, c'est qu'on a une vraie force et une vraie vitalité des chercheurs camerounais, des universités camerounaises qui s'emparent de beaucoup de sujets, qui travaillent sur les maquis pendant la colonisation, pendant la décolonisation, qui travaillent sur plein de sujets différents, sur le rôle des femmes notamment aussi. Et véritablement, les choses évoluent et c'est très positif parce que ça veut dire que ces jeunes générations vont favoriser l'émergence d'une histoire qui avait été complètement effacée parce qu'il y avait des injonctions à ne pas évoquer ces noms pendant des années. Ces noms, ces personnalités ont réussi à rester dans la mémoire collective par des chants notamment, mais globalement il a fallu attendre très longtemps avant de voir réémerger ces figures. Évidemment l'ouvrage Cameroun a beaucoup fait pour remettre de la visibilité sur cette guerre dite de décolonisation, parce que c'est une vraie guerre de décolonisation au Cameroun. Et c'est vrai que cet ouvrage contribue aussi à continuer. C'est vrai que
Il y a énormément d'étudiants camerounais qui m'ont contacté et avec lesquels je suis encore en contact et qui vont évidemment s'emparer aussi de cette histoire. Pour finir, sur Lumumba et la République démocratique du Congo, la situation, la figure de Lumumba est une figure très importante, peut-être plus importante à l'extérieur de la RDC qu'à l'intérieur de la RDC, même s'il y a énormément de Congolais qui se reconnaissent dans cette figure et qui veulent âprement le retour de ces reliques qui étaient prévues le 17 janvier dernier et qui vont logiquement arriver à Kinshasa le 30 juin prochain 2022, date de l'indépendance, 30 juin qui est la date de commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, enfin République du Congo à l'époque. Et c'est une figure qui ne fait pas l'unanimité en RDC. J'en veux pour preuve un peu toutes les discussions qu'il y a autour de qu'est-ce qu'on va faire de ces reliques, où est-ce qu'on va les mettre. Il y a des actions qui sont intentées, vous le savez, en Belgique, notamment il y a des procès en cours sur ceux qui sont à l'origine de la mort de Lumumba. Aujourd'hui en RDC, vous avez une fraction de la population en effet qui se reconnaît, mais beaucoup de Congolais vivent dans un tel dénuement qu'il y a aussi quand même, faut quand même réaliser que c'est pas leur première priorité de penser à Lumumba, mais il y a véritablement quand même une jeunesse qui se reconnaît dans les idées de Lumumba, dans le lumumbisme, dans le panafricanisme. Il y a une diaspora aussi qui est très vive et qui est très en action. Et d'ailleurs, on prépare un numéro spécial pour la revue contemporaine d'histoire de l'Afrique, justement sur Lumumba, les héritages, la mémoire, l'instrumentalisation, le panafricanisme, le lumumbisme. Parce que finalement, Lumumba a été une figure qui a mobilisé énormément sur le continent africain à sa mort, qui continue à être une icône panafricaine, une icône internationale. Et c'est vrai que voilà, on attend véritablement de voir comment le 30 juin les choses vont se dérouler en République démocratique du Congo. Une dernière question serait pour vous demander, est-ce que vous avez des conseils de lecture pour celles et ceux qui voudraient approfondir ce sujet, pas forcément sur les assassinats politiques en Afrique centrale, mais sur les mobilités, sur cette histoire politique connectée en Afrique de manière générale. Est-ce que vous avez des ouvrages qui vous viennent en tête ? Alors là, c'est un peu la colle comme ça, mais je dirais... là, il y a un très beau numéro qui va être un numéro double, donc en fait, les choses vont s'exprimer sur plusieurs mois, mais de la revue contemporaine de l'histoire de l'Afrique sur les circulations impériale. Je sais qu'il y a eu aussi un numéro spécial il n'y a pas très longtemps sur les circulations étudiantes. Je crois que c'est la revue Migration, circulation étudiante africaine. Je peux vous conseiller aussi toutes les lectures autour par exemple du panafricanisme d'Amzat Boukari Yabara, voilà des choses qui peut-être, alors dans mon ouvrage il y a une bibliographie assez dense, si c'est en prévision de la question d'agrégation, écoutez, les choses vont se préciser sur la bibliographie, mais comme ça a priori sur ce qui relève de l'histoire particulièrement de l'Afrique à cette période, j'ai évoqué déjà quelques lectures que vous pouvez faire. Et voilà, c'est quand même un champ qui reste à écrire. Merci Karine Ramandi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle pour nos auditeurs le titre du livre présenté durant le podcast, Leaders assassinés en Afrique centrale de 1958 à 1961, entre construction nationale et régulation des relations internationales, paru chez l'Harmattan. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous
pouvez retrouver ce podcast et les futures émissions sur la plateforme podcast de lanoticeplus.fr, mais aussi sur YouTube et Spotify. À bientôt pour une nouvelle émission. Parole universitaire, une émission La Notice Plus.